Transinfo, les infos de l'étrange. Roswell, l'origine du doute moderne. Dans les nuits du sud-ouest américain, le silence n'existe pas vraiment. Le vent y transporte toujours quelque chose, une poussière, un souvenir, un bruit venu d'ailleurs. Nous sommes le 2 juillet 1947. Le ranch de Foster, à 80 km au nord-ouest de Roswell, s'étend sur des kilomètres d'herbes sèches et de rocailles. Son gardien, William McBrazel, un éleveur tranquille, connaît chaque recoin de ce désert. Ce soir-là, un orage gronde à l'horizon. Un de ces orages rapides qui font trembler les barbelés avant de disparaître aussi vite qu'ils sont venus. Le lendemain matin, le vent a changé. En longeant sa clôture, Brazel aperçoit quelque chose de brillant, à moitié enfoui dans la terre. Des fragments de métal fin comme du papier d'aluminium, mais impossible à déchirer. Des baguettes de bois léger, un matériau qu'il n'a jamais vu. Il en ramasse quelques-uns, les empile dans la benne de sa camionnette. À l'époque, personne ne parle encore d'extraterrestres. Le mot soucoupe vient à peine d'apparaître dans la presse après un témoignage dans l'État de Washington quelques jours plus tôt. Mais Brazel se doute que ces débris ne viennent pas d'un simple ballon météo. Il décide d'en parler au shérif du comté, George Wilcox. Le shérif écoute dubitatif, puis appelle la base aérienne de Roswell, la RAAF, Roswell Army Air Field. Dans la hiérarchie militaire, c'est un endroit sensible, la base du 509e Group, unité d'élite chargée des bombardiers atomiques. Le major Jesse Marcel, officier du renseignement, est envoyé sur place. Le 8 juillet, le bureau de presse de la base diffuse un communiqué qui fera le tour du monde. Les officiers du 509e groupe ont capturé un disque volant sur un ranch près de Roswell. Le lendemain, le général Roger Ramey, commandant de la 8e Air Force, convoque les journalistes à Fort Worth, Texas. Sur une table, il présente les restes d'un ballon-sonde. Photographie, flash, sourire forcé. Les débris sont identifiés. Papier d'aluminium, ruban adhésif, tige de bois. L'affaire est close, déclare Ramey. Et pourtant, à cet instant précis, elle vient de commencer. Entre la première dépêche et le démenti, 17 heures se sont écoulées. Assez pour inscrire Roswell dans une légende. Assez pour qu'un mythe prenne racine dans le sable. 8 juillet 1947, 10 heures du matin. Dans la salle de rédaction du Roswell Daily Record, la chaleur rend l'air épais. Sur les tables s'entassent les feuilles tachées d'encre et les tasses de café froid. Une journaliste, Frank Joyce, décroche son téléphone. Au bout du fil, le shérif Wilcox. Le militaire de la base vient d'apporter des débris inhabituels. Et surtout, il tient un communiqué. L'US Army Air Force a capturé un disque volant. Joyce lève les yeux vers son rédacteur en chef. Il sait que la nouvelle est explosive. Depuis 2 semaines, le pays entier parle de ces soucoupes volantes aperçues dans le ciel de Washington et d'Oregon. Personne ne comprend ce qu'elles sont, mais tout le monde veut y croire.
L'article paraît à midi. RAAF captures flying saucers on ranch in Roswell region. Quelques heures plus tard, le téléphone de la rédaction explose. Les radios nationales s'en emparent. L'Associated Press relaie la dépêche. Dans la soirée, CBS News mentionne Roswell en ouverture du journal. C'est la première fois qu'un média américain utilise la formule « Captured a flying saucer ». Le pays est suspendu à ce mot « capturé ». La nouvelle fait l'effet d'un électrochoc. Les États-Unis sortent à peine de la Seconde Guerre mondiale. Hiroshima, Nagasaki, 2 mots encore brûlants. L'armée américaine, jusqu'alors auréolée de gloire, entre dans une ère de secret. Le nucléaire, les missiles, la peur de l'Union soviétique, tout se mélange. Dans cette Amérique qui découvre la paranoïa moderne, Roswell arrive comme une ombre sur le ciel bleu du progrès. La base de Roswell devient le centre d'une curiosité sans précédent. Des journalistes tentent d'approcher, les soldats barrent les routes, le ranch est bouclé. On raconte qu'un convoi de camions bâchés a quitté le site dans la nuit, direction Fort Worth. D'autres jurent avoir vu des caisses scellées chargées dans un B-29. Puis brusquement, le 9 juillet, tout bascule. Le général Ramey présente aux photographes un ballon-sonde éventré, des restes de papier et de balsa. Devant les flashs, le major Marcel sourit maladroitement. La version officielle tombe. Simple erreur d'interprétation. Le Roswell Daily Record reçoit l'ordre de publier la correction. L'histoire du disque volant disparaît des grandes unes. Mais quelque chose a changé. Dans les bars de Roswell, dans les fermes alentours, on murmure que le général Ramey ment. Les débris présentés aux journalistes ne ressemblent pas à ceux découverts sur le terrain. Certains parlent d'un échange, d'autres d'une manipulation. D'autres racontent encore qu'on leur a interdit, tout bonnement, de parler. La rumeur enfle. Le gouvernement cache quelque chose. Pour la première fois dans l'histoire américaine, la suspicion devient un véritable spectacle. Le mythe se met en place. Des témoins commencent à témoigner à demi-mot. Un officier aurait vu un engin circulaire. Un autre parle d'un matériau auto-réparant. Une infirmière aurait transporté des sacs scellés trop lourds pour du bois balsa. Mais aucune preuve, rien de concret. Dans ce désert, le silence pèse plus lourd que les faits. Ce silence-là sera la matière première de la légende. En moins de 48 heures, Roswell devient un nom-code, un mot miroir où chacun projette ce qu'il redoute. Les sceptiques y voient la preuve du secret militaire. Les rêveurs, celle d'un contact cosmique. Et le reste du monde découvre qu'entre les deux, il y a une zone grise où la vérité se déforme sans jamais se briser. À partir de ce jour-là, le mot Roswell n'appartient plus à un lieu. Il appartient à une histoire, celle de l'Amérique qui regarde le ciel, persuadée qu'on la regarde en retour. Un mythe vient de naître, et comme tous les mythes modernes, il commence par un communiqué de presse. Après juillet 1947, le silence. L'armée clôt le dossier, la presse passe à autre chose, et Roswell retourne à son anonymat. Pendant 30 ans, plus rien. Juste un nom qui circule dans quelques cercles d'ufologues amateurs entre fascination et oubli. Puis, un jour de 1978, un physicien nucléaire canadien, Stanton T. Friedman, cherche à vérifier un vieux témoignage sur les Flying Saucers. En préparant une conférence,
il croise un ancien officier du renseignement, le major Jason Marcel. Marcel a 61 ans. Sa voix est calme, mais ses mots résonnent comme une confession tardive. Ce que j'ai ramassé dans ce champ ne provenait pas d'un ballon. J'ai servi en mission atomique. Je sais reconnaître nos matériaux. Ce que j'ai vu ne venait pas de ce monde. Friedman enregistre l'entretien. Il vient de rouvrir le dossier Roswell. 2 ans plus tard, 1980. Un livre paraît. The Roswell Incident signé Charles Berlitz et William Moore. Les auteurs s'appuient sur le témoignage de Marcel et sur plusieurs habitants du Nouveau-Mexique qui prétendent avoir vu des convois militaires ou entendu parler de corps étranges. Pour la première fois, la thèse du crash extraterrestre est formulée noir sur blanc. Un vaisseau venu d'ailleurs, récupéré par l'armée américaine, disséqué puis dissimulé. Le livre fait grand bruit. Roswell, oublié depuis 3 décennies, revient dans la lumière. Les médias américains relancent le sujet. Des talk-shows reçoivent d'anciens témoins. Certains racontent avoir vu des débris métalliques, d'autres des silhouettes recouvertes de draps. Rien n'est vérifiable, mais tout semble plausible tant le récit épouse l'imaginaire du moment. Les guerres secrètes, les expériences nucléaires, les manipulations d'État. À mesure que la guerre froide s'enlise, la défiance envers le gouvernement s'installe. Watergate, Vietnam, CIA. 3 cicatrices qui changent la perception de la vérité. Roswell devient la métaphore parfaite. Un mensonge d'État, visible de tous, nié par ceux qui le savent. En 1994, l'US Air Force publie enfin un rapport massif. The Roswell Report, Fact versus Fiction in the New Mexico Desert. Le document compte plus de 900 pages. Il détaille un programme classé secret à l'époque, le projet Mogul. Des ballons stratosphériques porteurs de microphones destinés à détecter les essais nucléaires soviétiques. Les matériaux: millard, ruban réfléchissant, tige de balsa. Exactement ce que Mac Brazel avait trouvé. L'Air Force affirme aussi que les corps décrits par certains témoins proviennent d'une confusion. Des mannequins de test parachutés dans le cadre du projet High Dive. Mais ces essais datent de 1953, 6 ans après Roswell. Cette dissonance nourrit à nouveau la rumeur. Les ufologues s'y engouffrent. Si l'armée ment sur les dates, peut-être ment-elle sur tout le reste. Et puis arrive 1995. Un producteur britannique, Ray Santilli, affirme détenir une vidéo d'autopsie extraterrestre tournée à Roswell. Les chaînes du monde entier diffusent les images. Un corps gris, 6 doigts, des yeux immenses, des scalpels et des lampes chirurgicales. L'audience est record. 1 an plus tard, Santilli admet que la vidéo est une reconstitution basée sur des images perdues. Le mythe, lui, a gagné une nouvelle peau. Les années 2000 poursuivent l'histoire. Donald Schmitt et Thomas Carey publient Witness to Roswell. Jamie Mawson, au Mexique, diffuse ses propres enquêtes. Internet propage chaque image, chaque rumeur. La frontière entre enquête et croyance s'efface. Aujourd'hui, on peut retracer la chronologie du doute. 1947, l'événement. 1950 à 1970, un grand silence. 1978, un témoin retrouvé. 1980, une fiction publiée. 1994, un rapport officiel. Mais 1995, un faux visuel. Chaque décennie rajoute une couche, chaque explication engendre un nouveau soupçon.
Ce qui frappe, c'est la symétrie. Plus les faits s'éloignent, plus le récit s'enracine. Roswell devient un miroir chronologique de nos peurs. Dans les années 40, c'est la peur du nucléaire. Dans les années 70, celle du mensonge politique. Et dans les années 90, celle de la manipulation médiatique. Dans les années 2000, c'est la peur de ne plus savoir distinguer la preuve du spectacle. À ce stade, il n'y a plus d'enquête au sens classique. Il n'y a qu'une succession de vérités provisoires et un désert qui continue de répondre par le vent. Roswell, ce n'est plus une affaire, c'est un vocabulaire. Chaque fois qu'un secret devient trop visible, on prononce ce mot. Pourtant, à y regarder de près, les pièces du puzzle s'emboîtent trop bien pour être magiques. Les matériaux. Millard, balsa, ruban fluorescent d'un jouet d'enfant fabriqué par une entreprise new-yorkaise, la Toy Company. Les symboles étranges sur les rubans. De simples motifs de fleurs inversés par la lumière. Le métal qui se tord sans se casser. Des alliages flexibles utilisés dans l'aéronautique militaire. Techniquement, tout s'explique. Mais un mythe ne naît jamais d'une équation. Il naît d'une émotion. À l'été 1947, l'Amérique découvre le vertige du secret. Hiroshima a changé le monde. Désormais, l'État possède un savoir capable d'effacer des villes. Le citoyen moyen n'a plus aucun contrôle sur la puissance qu'il finance. Alors, quand un communiqué militaire parle d'un disque volant, puis se rétracte 20 heures plus tard, ce n'est pas seulement un démenti. C'est une première brèche dans la confiance publique. Psychologiquement, le mythe Roswell exprime la peur de l'invisible administratif. Il dit « Ce qu'on ne nous dit pas doit être plus terrible que ce qu'on nous dit ». Cette idée s'installe dans la culture américaine comme une herbe qu'on n'arrache plus. Dans les années 50, elle nourrit les films de science-fiction. Dans les années 60, la méfiance envers la CIA. Dans les années 70, l'idée qu'une vérité officielle peut être fausse. Et chaque décennie lui ajoute sa couleur. Le vert du nucléaire, le rouge de la guerre froide, le gris bleuté des écrans cathodiques. Sociologiquement, Roswell a été le premier réseau social avant l'heure. Des témoignages qui circulent, se déforment, se valident entre eux. Chacun ajoute une phrase, chacun croit compléter un puzzle dont personne ne possède l'image finale. L'affaire invente le crowdsourcing du mystère. Les journaux, les conférences, puis plus tard Internet, autant de relais pour amplifier la même question. Non pas « mais qu'était-ce ?» mais plutôt « pourquoi ne nous le dit-on pas ?» Dans son livre « Simulacres et simulations », Jean Baudrillard écrit « Nous vivons dans un monde où la simulation précède le réel. » Cela se rapproche de ce que Roswell a inauguré, un espace où la fiction prépare la croyance. Les films, les séries, les faux documents viennent avant les preuves. L'image du petit être gris précède toute photographie authentique. Et lorsque les autorités publient enfin des documents, le public y voit déjà le mensonge, parce que la fiction a fixé le décor. Les philosophes parlent d'un renversement du sacré. Autrefois, on croyait pour expliquer. Aujourd'hui, on explique pour continuer à croire. Roswell est devenu une religion sans Dieu, une foi dans la dissimulation, un espoir que le secret cache quelque chose de plus grand que nous, parce que s'il n'y avait rien, peut-être que le silence serait insupportable. Ce que Roswell a réellement fait, c'est inventer le doute moderne. Ce réflexe de chercher un sens caché derrière chaque image, chaque annonce, chaque document. Nous sommes les enfants de ce soupçon-là. Mais le plus étrange, c'est la manière dont le doute a été adopté par ceux-là même qui le subissaient.
L'État, autrefois accusé de mensonge, s'est mis à exprimer ce mystère, à dire « oui, il y a des phénomènes que nous ne comprenons pas ». Et ce changement, c'est la nouvelle peau du secret. Pendant des décennies, Roswell fut une rumeur, un non-lieu. Le silence servait de clôture. Puis, 73 ans plus tard, le silence s'est mis à parler. En printemps 2020, dans le vacarme d'une planète confinée, le Pentagone publie 3 vidéos officielles. FLIR-1, Gimbal et Go Fast. 3 séquences courtes, captées entre 2004 et 2015 par des avions de chasse F-18. On y distingue des points lumineux qui manœuvrent sans logique connue, changent brusquement d'angle, accélèrent hors de tout cadre mécanique. Des pilotes chevronnés dont le commandant David Fravor confirme « ce n'était ni un avion, ni un drone, ni un missile ». Et le Pentagone rajoute « ces phénomènes demeurent non identifiés ». Et c'est tout. 3 phrases. Le monde entier redécouvre un mot ancien. UFO, rebaptisé UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Nouveau nom, nouveau vertige? Le paradoxe, le voilà. Quand le secret nie, le mythe se nourrit. Quand il reconnaît, il devient insondable. Le Pentagone n'a pas levé le voile, il l'a officialisé. En 2022, un bureau permanent voit le jour. L'AARO, All Domain Anomaly Resolution Office. Sa mission, recueillir et analyser les observations militaires inexpliquées. Les rapports publiés à ce jour admettent des centaines d'incidents. Radars corroborés, visuels confirmés, et concluent « la majorité peut s'expliquer, mais pas tout ». Cette dernière phrase est en réalité un gouffre. Dans le podcast Les Chroniques du ciel ouvert, des journalistes et des pilotes ont repris ces archives. Ils ont comparé les vitesses, les angles de virage, les données météo. Leur constat est sobre. Rien ne prouve l'origine extraterrestre, mais rien ne permet non plus de réduire tout à des erreurs instrumentales. Une zone grise persiste. Un réalisme flou, entretenu par le langage militaire. Ce que l'État admet n'est plus un secret. C'est une ignorance soigneusement administrée. Ce glissement est fascinant. Roswell avait inventé la dissimulation. Le XXIe siècle invente la transparence confuse. Dire sans dire, montrer sans conclure.